Bonjour. Je pense que Philippe et Patrick avaient bien préparé les choses puisque on va dérouler et puis on va avancer de plus en plus dans une certaine logique, c'est-à-dire qu'il y a une introduction qui a été faite par Marc, il y a eu un relais qui a été passé effectivement par Thierry, et je disais à Thierry, je te remercie pour faire l'introduction, je n'ai plus rien à dire, je vais passer direct au contenu, quoi. Donc l'idée c'était évidemment maintenant d'aller sur une intervention qui allait nous parler de l'approche prophylactique avec la cloque minime. Donc je ne reviendrai pas, même si je le recrée à certains moments, vous ne m'en veuillez pas, ça va enfoncer un peu le cul, mais sur les arguments qui ont été tenus déjà par Thierry et par Marc. Donc on va parler un petit peu de développement des qualités physiques et de prévention. Alors je vais volontairement passer un peu plus vite sur certaines qualités parce qu'il y a déjà des choses qui ont été dites, c'est pas la peine d'y revenir. On va commencer par des constats. Et puisqu'on est à l'athlétisme, on va parler de course de saut et de lancer. Un premier constat qui ne vient pas de moi, c'est quelque chose qui a été mis en évidence de manière scientifique. En sprint, le temps de contact qui dure moins de 100 millièmes de seconde, chez les athlètes de haut niveau, pas chez un minime évidemment, mais chez quelqu'un qui court un petit peu déjà, qui a une bonne expérience de sprint, moins de 100 millièmes de seconde, l'impact au sol il représente l'équivalent de 4 fois le poids du corps. C'est une étude qui date déjà d'un petit moment, qui a été faite par Chantal Rega et Mata. Bon. Donc vous voyez que même quelqu'un qui fait un footing, il va prendre un impact au sol qui est 2 fois et demi son poids de corps. Lorsqu'on fait du sprint, alors a fortiori un gamin qui est dans la cour-récréation ou qui débute l'athlétisme et qui ne court pas forcément très bien, il prend un choc qui est relativement important au sol, qui peut aller jusqu'à 24 fois le poids du corps. Évidemment, quand on passe au saut, et quand on parle de l'appel, ça peut monter à des valeurs de 6, 7, 8 fois, voire plus, tout dépend évidemment de la vitesse à laquelle il arrive, du placement qu'il va avoir, des intentions, etc. Mais c'est encore plus conséquent. Donc vous voyez qu'une petite fille comme ça, qui va peser 40 kg, je suis gentil, elle peut prendre 250, entre 250 et 300 kg de charge à l'impact. Ça ne veut pas dire qu'elle est capable de soulever 300 kg en squat, on est bien d'accord, mais ça veut dire que sur le temps de contact, il y a quand même un impact qui représente 6 fois ou 8 fois le poids de son corps. Le lancer par-dessus l'épaule, donc type lancer javeloté, évidemment. Il y a une forme d'étirement renvoi qui va multiplier par 4 la vitesse de l'engin dans un temps qui est entre 4 et 7 centièmes de seconde. Donc ça va très très vite, c'est une des accélérations les plus violentes du sport. Donc lorsque vous regardez ce qui se passe chez un lanceur expérimenté ici, j'ai pris celui-là parce qu'en plus c'est exagéré chez lui, d'accord, mais on imagine bien quand on voit l'épaule que c'est pas à la portée de tout le monde. Puis malgré tout, si vous filmez un gamin qui est en train de lancer un vortex, par exemple, vous apercevez que sans aller jusque-là, il prend quand même un bon étirement sur l'épaule, et ça va aller assez vite, il va avoir un étirement en voie qui va être assez conséquent. Donc une contrainte qui est assez importante au niveau de l'épaule. En plus, évidemment, on le sait tous, la réalisation technique du débutant elle est moins efficace que celle de l'expert. Donc elle va être plus traumatisante, vraisemblablement. Pourquoi ? Parce que comme c'est moins bien fait, il y aura moins d'alignement par exemple à l'appel, plus de déformation, donc à certains moments des articulations qui vont souffrir un petit peu plus. Ça nous amène à certaines réflexions. La première réflexion, c'est que si l'activité athlétique elle est contraignante, il va falloir préparer le jeune à ces contraintes. On évoquera en conclusion, souvent on pêche par excès de protectionnisme, on se dit, il ne faut pas faire ça, c'est trop contraignant, mais on ne se rend même pas compte que l'activité elle-même, elle est contraignante. Et à ne pas le préparer, des fois, c'est presque pire que de... Et puis deuxième indication, la technique, j'aime bien cette formule, la technique c'est aussi ce que mes qualités physiques m'autorisent à faire. Il y a des sports pour qui c'est incontournable. La gymnastique, quand vous dites à la gymnastique, à des entraîneurs de gym qu'il ne faut pas faire de musculation avant 17-18 ans, alors il ne faut pas de gymnastique. Parce que vous prenez une gamine à 17-18 ans, sa carrière, elle est déjà bien affirmée, voire elle tire sur la fin, maintenant un petit peu moins, mais elle vit un peu plus longtemps, les gymnastes en compétition, mais si vous voulez faire de la gymnastique de haut niveau, il y a des figures que vous allez devoir apprendre relativement jeune, et si vous n'avez pas les moyens physiques, si vous n'avez pas le renforcement nécessaire pour effectuer certains exercices techniques, vous n'y arriverez pas.
Et pour autant, les gymnastes ne sont pas plus... alors, ne parlons pas du très haut niveau, parce que chaque fois, c'est l'argument qu'on me ressort. On me dit, oh, mais tu te rends compte, la gymnastique, à haut niveau, elles sont toutes cassées. Oui, dans tous les sports, je pense qu'à haut niveau, on sait très bien que le sport de haut niveau, ça ne génère pas que des beaux vieillards. D'accord ? Alors ça, c'est pas moi, c'est quelque chose que j'ai compilé un peu de partout. Alors, on peut trouver des choses à dire, mais j'ai essayé de reprendre ce qu'on trouve à différents endroits et de le formaliser dans un tableau. J'ai repris un petit peu les différentes qualités physiques, force, vitesse, le processus aérobie, la souplesse, la coordination. Et puis, sur l'autre échelle, le haut est un petit peu mangé. On a, c'est dommage parce qu'on ne voit pas le haut. On a les différents âges, alors je vais vous dire, ça commence à 3 ans, et puis ça va jusqu'à 18 ans au bout là-bas, et donc on a une échelle graduée de 3 à 18. D'accord ? Et puis sont positionnées différentes qualités physiques. Alors attention, ça ne veut pas dire que, ce que je vous montre là, ça ne veut pas dire que la coordination, par exemple, qui est indiquée dans cette période-là, ça ne veut pas dire qu'ici, on ne progresse plus en coordination. On progresse en coordination encore. Simplement, c'est ce qu'on appelle des phases sensibles. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des périodes qui sont plus ou moins sensibles dans la vie pour développer certaines qualités, que l'organisme va être plus ou moins réceptif, et que c'est le moment d'en faire. D'accord ? Donc, on va commencer par en bas, on va prendre les bases. La coordination, globalement, on nous dit la coordination, l'âge d'or, c'est entre 6 ans et 12-13 ans. On pourrait discuter, moi je pense que la coordination, il y a des choses qui jouent entre 0 et 1 an déjà. Beaucoup de choses se jouent entre 0 et 1 an. Mais peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Entre 6 et 12 et 13 ans, il y a des choses importantes en coordination, donc il faut qu'on soit capable de mettre l'accent là-dessus. Pas de problème. Souplesse, ça a été évoqué par Thierry tout à l'heure. Au moment de l'adolescence, on sait qu'il va y avoir des contraintes de croissance, que ça va générer une croissance osseuse importante, contraction, etc., os musculateur. Je ne reviens pas sur ça, ça a été expliqué. Donc, quand on regarde ce qui est écrit dans la littérature, on nous indique des phases sensibles à des périodes relativement jeunes pour le développement de la souplesse. C'est-à-dire qu'à partir de 3-4 ans jusqu'à 15-16 ans, on a quand même des fenêtres assez intéressantes pour développer la souplesse. Donc, il faut en tenir compte. Est-ce qu'on prépare le terrain ? Je reviens sur la problématique évoquée par Thierry tout à l'heure. Si effectivement à l'adolescence on risque d'être confronté à ces problématiques de musculateur, est-ce qu'on ne peut pas prévenir un petit peu en travaillant la souplesse suffisamment tôt pour faire en sorte que au moment où il y aura cette grosse poussée de croissance, on soit capable, tout du moins en partie, d'absorber entre guillemets cette croissance osseuse qui ne va pas être aussi rapide au niveau musculaire et tendineux. On pouvait aller très loin dans le débat parce que je le pointe du doigt simplement, mais vous savez qu'en ce moment, enfin ça dure depuis un paquet de temps maintenant, mais le gros débat sur la souplesse, on a un peu tout n'importe quoi, et souvent on fait des raccourcis, et quand on écoute certaines personnes, la souplesse il ne faut plus en faire, on ne fait plus d'étirement, ça sert à rien, on ne fait plus d'échauffement, on ne fait plus en récup, ça ne sert à rien pour récupérer, donc on n'en fait pas, ça ne sert à rien pour s'échauffer, donc on n'en fait pas, donc on dit si ça ne sert à rien, on ne fait plus de souplesse. Malgré tout, si on n'en fait pas, ça pose des problèmes quand même. Le processus aérobie aussi, je ne vais pas m'étendre, Thierry en a parlé abondamment, donc il y a des phases sensibles, ça grimpe. On sait que dans les jeunes catégories, il faut qu'il y ait de l'activité physique. Dieu sait si aujourd'hui nos enfants manquent d'activité physique dans certains domaines. Donc il faut des sollicitations avec des choses ludiques, ok, et puis ça va monter, puis on sait qu'au moment de l'adolescence, on va avoir une phase sensible et qu'on peut développer l'aérobie de manière assez importante. Donc il ne faut pas hésiter non plus. Là aussi, je pense qu'on est un petit peu réticent des fois. On a peur, on se dit de faire telle charge d'entraînement à un minimum, et là, ça fait beaucoup, et finalement, ça passe très bien. Ça passe très bien, il le vit bien, à condition que ce soit ludique, à condition que ce soit varié, qu'il ne fasse pas toujours la même chose. Il le vit très bien, mais ça l'abîme pas. La vitesse, différentes composantes pour la vitesse, le temps d'action, la vitesse gestuelle, la vitesse contre-résistance, la fréquence des appuis, etc. Là aussi, vous voyez que les fenêtres sont relativement jeunes. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne progresse pas après, d'accord ? Mais on sait que dans des tranches d'âge relativement jeunes, on peut influer beaucoup sur la vitesse de réaction, sur la vitesse gestuelle. Petit décalage ici pour la vitesse contre-résistance, parce que ça fait intervenir la force, et qu'on
On sait que la force, elle va se développer un petit peu plus tard, en particulier, comme ça a été expliqué précédemment, au moment de l'adolescence, où il va y avoir, en particulier chez les garçons, un pic important, une production de testostérone importante, donc le travail en sprint avec résistance, il sera très payant à ce moment-là. Voilà. Et puis, on va passer sur le haut, sur la force. Et là, Dieu sait s'il y a des réticences à parler de force avec les enfants, mais il y a différentes composantes qui interviennent dans la force. Lorsqu'on parle de musculation, on s'imagine immédiatement quelqu'un sous une barre avec des charges en train de prendre des gros muscles. Le développement de la force, c'est pas que ça. Il y a des notions qui font appel à la synchronisation et au recrutement, capable de synchroniser les unités motrices, de recruter plus d'unités motrices pour améliorer la force. C'est des phénomènes nerveux, c'est pas des phénomènes uniquement d'hypertrophie. D'accord. Il y a la notion d'élasticité qui entre en ligne de compte aussi, être capable d'utiliser de l'énergie élastique, ce qu'on fera du travail pliométrique par exemple. Et puis il y a l'hypertrophie. Donc vous voyez que ces différents paramètres évoluent avec des fenêtres favorables à différents moments, et que malgré tout, même dans les jeunes années, il se passe certaines périodes où au travers de ces activités diverses, l'enfant va apprendre à synchroniser les unités motrices pour répéter un geste, à recruter plus d'unités motrices, et puis ça va osciller, on va passer de l'un à l'autre. L'élasticité va entrer en ligne de compte aussi progressivement, et il va apprendre à faire des rebonds, à utiliser son poids de corps pour faire des rebonds. Et puis, comme ça a été dit précédemment, va arriver la période de la puberté où on aura une fenêtre favorable pour développer l'hypertrophie. Alors qu'est-ce qu'on entend? Et là je vais orienter le débat plus précisément autour de la force justement. Qu'est-ce qu'on entend généralement? Les idées reçues, c'est on commence la musculation en junior ou en espoir, c'est-à-dire à 17-18 ans. C'est ce qu'on a souvent entendu cet argument-là. Pourquoi avant cet âge-là, ils sont trop fragiles? D'accord? Je me souviens une quinzaine d'années, j'avais fait une intervention dans un amphi, il y avait un monsieur qui m'a repris le volet en me disant vous vous rendez compte, vous êtes criminel, faire des abdominaux à des enfants à 10-11 ans, ils travaillent d'abdominaux alors qu'ils ne sont pas finis d'ossifier. Alors je lui dis, écoutez, oui, je peux être criminel, qu'est-ce que vous faites? Moi je travaille avec le poids du corps, je fais des bondissements, je fais des sauts, etc. Les contraintes sont pires, largement. Alors justement, on se rassure, on travaille avec le poids du corps. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des bondissements, des pompes, des choses comme ça, les basiques, avec le poids du corps. Et puis, encore un mythe, la musculation ralentit la croissance. Faire la musculation trop jeune, ça ralentit la croissance. On a souvent entendu ça. Est-ce que tout ça c'est bien fondé? Est-ce que c'est des mythes? Est-ce que c'est des réalités? Est-ce que c'est des vérités? Ou bien carrément, je n'hésite pas à le dire, est-ce que c'est des actualités? On va voir, on va faire un petit tour et puis on va essayer de réfléchir à ça. Alors on commence la musculation en junior espoir, c'est-à-dire 17-18 ans. J'ai tendance à dire que c'est un peu dommage, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, Thierry l'a bien expliqué, donc je ne reviendrai pas là-dessus, la sécrétion hormonale qui est favorable au développement de la force, elle commence avec la puberté, donc largement avant 17 ans. Ça veut dire que le gamin il est capable d'augmenter sa force, elle va augmenter naturellement d'ailleurs, sans qu'il fasse rien. C'est pour ça que souvent il y a des gens qui sont contents parce qu'ils disent mon mini il a fait des sacrés perfs, alors maintenant il a progressé, sous-entendu j'étais un super bon entraîneur, sans doute, mais il faut aussi un peu de modestie, le mini, même tout seul il va progresser, parce que de toute manière, même sans rien faire, sa force augmente, il suffit qu'il soit un petit peu actif et ça va suffire. Donc il y a une fenêtre très favorable à ce moment-là, il va falloir l'exploiter. Avant cet âge-là, ils sont trop fragiles. Certains, sans doute, oui. Et pourtant, moi je pense qu'on leur fait pratiquer des choses qui sont beaucoup plus traumatisantes qu'une initiation à renforcement musculaire. On verra, on en parlera. Demain matin, il y a un atelier sur le renforcement musculaire, donc j'aurai l'occasion de vous montrer certaines choses, et vous me direz si vous trouvez ça plus traumatisant que du triple saut, du triple long. D'accord? Ou autre chose, du lancer de javelot, d'accord? Les jeux en éco-récréation, lorsqu'on regarde les enfants, en éco-récréation ou quand ils jouent spontanément, souvent ils font des choses qui sont beaucoup plus traumatisantes que ce qu'on pourrait faire en les initiant au renforcement musculaire. Je vous ai mis cette petite vidéo qui est marrante parce que c'est le fils d'un ami à moi qui est kiné, et pendant que les grands regardent le match de volley, voilà à quoi s'amusent les enfants. D'accord? Je vais le remettre pour ceux qui n'ont pas bien vu.
tout petit ici, là, qui a des difficultés à monter sur un gros bloc de tapis, il part d'en haut et oh, il saute en contrebas. Donc je vous laisse imaginer la contrainte qu'il prend en excentrique à la réception, combien de fois le poids du corps il prend à l'impact. D'accord? Alors je ne suis pas en train de vous dire que puisqu'ils font ça, allez-y, il faut les faire 100 fois par séance, c'est pas ça que je veux dire, mais d'eux-mêmes ils jouent et les contraintes ils se les mettent et ils arrivent à les gérer malgré tout. Donc il faut être raisonnable, mais... Troisième chose dont on a parlé tout à l'heure, on travaille avec le poids du corps sous forme de bondissement. Oui, donc la pliométrie. La pliométrie, on le sait, c'est un des régimes musculaires qui provoque les plus grandes tensions et on l'utilise avec des athlètes qui ont l'habitude de s'entraîner, qui sont préparés, d'accord, et qui s'entraînent régulièrement en musculation. Donc est-ce que pour autant avec les enfants, quand on va démarrer par de la pliométrie de ce type-là, avec des boîtes et puis on saute d'une boîte à l'autre, on saute par-dessus le haut, on saute d'un contre-haut pour remonter sur un autre, pas obligatoirement. Par contre, on peut débuter vraisemblablement avec du travail qui va mettre en jeu l'élasticité musculaire, qui va solliciter aussi, on aura l'occasion d'en reparler sans doute demain, d'autres aspects au niveau postural, etc., comme la corde à sauter par exemple, qui sera sans doute un bon exercice. Dernier argument, la musculation trop jeune, ça ralentit la croissance. N'ayez pas de crainte. On n'en a pas vu comme ça, c'est un montage photo. C'est faux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études scientifiques sur le sujet. Lorsque vous exercez des contraintes raisonnables sur les travées osseuses, au contraire, vous stimulez la croissance de l'os, vous augmentez la résistance des travées osseuses, c'est favorable à la croissance. D'accord? Là où les gens se font souvent, c'est qu'on nous dit, ouais, regarde les haltérophiles, ils font la muscu, ils sont tout petits. C'est pas la musculation qui les a rendus petits, c'est le fait qu'ils étaient petits qui a été favorable à l'expression de leur talent d'haltérophilie. C'est plus facile de monter la barre à cette hauteur-là que de la monter à cette hauteur-là. De même, moi je peux vous donner l'argument inverse. On m'a raconté l'année dernière, c'est assez hallucinant au XXIe siècle d'entendre ça, mais une dame qui me dit, je m'inquiète parce que mon gamin ne grandit pas très vite, et j'ai vu le médecin et il m'a dit, mettez le basket, ça lui ferait du bien. Comme si le basket faisait grandir. Non, ceux qui jouent en NBA sont très grands. Pas tous encore, mais la plupart. Et c'est pas le basket qui les fait grandir. Donc, on sait, c'est pas de faire du renforcement musculaire, même à un âge relativement jeune, qui va ralentir la croissance, à condition, bien sûr, de faire les choses intelligemment, donc de bien gérer l'intensité, le volume, la fréquence, etc. Mais on peut commencer le renforcement musculaire sans rester... non. Alors, quoi faire? Parce que pour l'instant, je vous dis, on dit ça, c'est pas vrai, etc. Comment on peut faire? Ben, on a vu qu'il y a une période critique pour le développement musculaire. Donc, si cette période critique elle est à la puberté, eh bien, il va falloir la préparer. Il va falloir faire en sorte qu'on puisse utiliser cette fenêtre pour travailler intelligemment à ce moment-là. Donc, on va débuter par un travail relativement jeune, qui ne sera pas forcément contraignant en termes de charge, mais qui sera un travail essentiellement sur l'éducation de la posture, sur la proprioception, sur le gainage, en privilégiant une notion d'équilibre et de précision. D'accord? Lorsque vous allez commencer avec un enfant, vous voyez, il y a des jeux autres que la PlayStation ou autre, on a souvent décrit la PlayStation, il y a la Wii maintenant qui est mieux, ce qui a fait bouger maintenant. Donc ils ont été assez intelligents pour vendre toujours les jeux et les rendre moins critiquables, on va dire. Enfin, moins critiquables. Mais j'avais trouvé ça dans un magasin de jeux, c'est tout bête, c'est un plateau instable, comme un plateau de proprioception, hein, avec un labyrinthe et une boule, et évidemment il est debout dessus, et il joue à bouger, à garder son équilibre, à faire circuler la boule dans le labyrinthe. Et ben, je peux vous dire que le jeu de Noël, c'est le jeu qui a eu le plus de succès. Il y avait 4 gamins à peu près du même âge, ils voulaient tous jouer avec ça. Comme quoi, d'accord? Après, ça va vite, hein, un gros ballon, il y a plein de choses. Demain, j'ai mis du matériel, vous voyez, il y a des choses très simples. Et on peut mettre des sollicitations relativement simples sur l'équilibre, sur la proprioception, etc., qui sont ludiques, qui sont attirantes pour les gamins et qui vont fixer des bases intéressantes pour la suite. Le est un petit peu coupé, donc je vous donne la phrase du haut, mais axe important également, renforcer le bassin qui a un élément de liaison important et qui donne une base de stabilité pour la locomotion. Là aussi Thierry en a parlé tout à l'heure, éduquer le bassin, éduquer le placement du bassin,
avec des notions d'antéversion et de rétroversion, en sachant tout de même qu'on n'est pas tous égaux et qu'on n'a pas tous un placement de bassin qui va être rigoureusement le même. Il y a des gens qui ont une dominante de placement en antéversion, et on ne peut pas lutter, c'est la nature, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui ont plus une dominante en rétroversion. On ne courra pas de la même manière, on ne se passera pas de la même manière. Ce qui compte, pour quiconque, c'est de respecter l'empilement vertébral, de faire en sorte que cet empilement naturel que nous a donné la nature et qui fait que lorsque nos vertèbres sont bien empilées, qu'on respecte ça, on a une pression qui est correcte sur le disque intervertébré. À partir du moment où on est capable de respecter cet empilement vertébral, on est moins contraint sur le disque. D'accord ? Donc, d'exagérer des postures en antéversion ou en rétroversion, ni l'un ni l'autre ne sera bon. Okay ? Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'éduquer très vite les gamins, à base de jeu, à renforcer la proprioception de son bassin, sentir ce qui se passe au niveau des muscles du bassin. Donc là, c'est un petit peu complexe, je ne vais pas vous faire un descriptif de tous les muscles du bassin, mais tout ce qu'on appelle le hamac pelvien, c'est-à-dire la sangle qui ferme le fond du bassin, qui est extrêmement important. Et ça, il y a des jeux de proprioception assez simples à faire, avec des outils très simples, ne serait-ce que de s'asseoir sur un gros ballon et essayer de tenir en équilibre. Vous augmentez la tension au niveau du plancher pelvien, c'est assez intéressant. D'accord ? Et puis, vous apprenez, dans ces situations-là, à contrôler le mouvement du bassin assez finement et à stabiliser l'empilement vertébral au-dessus d'un bassin qui est sur un élément instable. Donc ça va être une bonne base déjà de renforcement pour pouvoir aborder la suite. Deuxième axe important, solliciter les muscles profonds du tronc, ceux qui contribuent à la tenue de la colonne vertébrale. Alors là aussi, je ne vais pas faire un cours d'anatomie, mais pour simplifier, on pourrait dire qu'il y a deux types de muscles, il y a ceux qui se voient et ceux qui ne se voient pas. Ceux qui se voient qui sont en périphérie, qu'on aime à montrer, et puis ceux qui ne se voient pas qui sont à l'intérieur, mais globalement c'est parce que le plus important. Donc en matière de renforcement du tronc, on a souvent tendance à penser abdominaux, grand droit, donc je fais des crunchs à gogo pour avoir les tablettes de chocolat. Est-ce que pour autant c'est celui-là le plus important ? Je pense pas. On dit vous avez besoin de renforcer le dos, donc on se met sur une chaise roulante, on prend des disques, et puis on remonte. Je dis pas que c'est pas un exercice intéressant, c'est un exercice intéressant, il faut sans doute pouvoir le pratiquer à certains moments, mais c'est pas la seule chose. La proprioception du dos, le renforcement des muscles profonds du dos, c'est pas ces exercices-là. Donc demain on aura l'occasion de découvrir certaines choses, je vous expliquerai un petit peu mieux ce qui se passe sur le tronc. Mais ça va être un axe important pour pouvoir arriver à des placements où, en respectant l'empilement vertébral, on est capable de s'aligner comme ça, avec une tonicité de la sangle abdominale et un placement du dos qui est prêt à résister à des charges. D'accord ? Et puis évidemment, il y a plein de choses importantes, mais si on doit en cibler quelques-unes importantes, éduquer le pied, parce que c'est là qu'il va y avoir le premier contact avec le sol, avec l'athlétisme, et que si le premier contact il n'est pas bon, et que déjà il y a un pied qui s'affaisse, un pied qui n'est pas stable au niveau proprioceptif, ça va générer des ondes de choc avec des ruptures d'alignement, etc. Donc tout ce travail sur l'éveil du pied, la proprioception, savoir comment on pose son pied, comment on l'oriente, comment on produit des forces, dans quelle direction on oriente les forces, etc. Tout ça c'est extrêmement important. Si le renforcement musculaire doit commencer jeune, ça veut dire qu'on est capable de mettre en place une méthodologie précise et rigoureuse. Donc lorsqu'on a commencé par mettre en place ce travail de proprioception, de posture, de gainage, etc., dont je vous ai parlé avant, va arriver le temps important où il va falloir faire une initiation au placement des gestes techniques de la musculation. Apprendre des gestes de musculation, c'est pas mettre des charges sur le dos et chercher la force maximale avec un test pour dire comme on apprend, ça fait 21 ans que je suis prof en staff, et j'entends toujours les étudiants me dire pour faire la force avec les jeunes, je vais faire 6 répétitions, 6 séries à 30% de RMA. D'accord ? Et c'est quoi RMA ? C'est le max quoi. Et alors comment tu connais le max avec ton cadet première année ou ton minimum 2 ? On fait un test. Ah ouais, donc on prend le minimum 2, j'ai mis une barre sur le dos, et puis on dit, je vais charger, et puis tu vas faire un squat, et puis il y a possible, on voit quand est-ce que tu craques. Et puis ça va craquer. Mais pas forcément ce qu'on veut. Donc, ce qui est important, c'est avant tout d'initier les gens au placement des gestes techniques. D'accord ? Donc vous voyez là aussi, il y a des choses très simples à faire lorsque vous voyez cette photo. Avoir un ballon sur les bras à l'horizontale, c'est pas seulement pour jouer avec un ballon, c'est juste parce que dans cette position-là, si jamais vous partez les épaules en avant avec les bras à l'est, le ballon tombe. Donc il y a un feedback immédiat, le gamin sait quand il descend qu'il a les bras ici, le tronc est placé, il regarde devant, grosso modo on a évité les plus grosses fautes de placement. D'accord ?
on va apprendre progressivement à faire les flexions de jambes, on va apprendre à tenir un manche à balai, une barre devant, par exemple, et puis ça nous mènera progressivement à l'apprentissage des gestes d'haltérophilie. Et l'haltérophilie, c'est une très bonne école. Si tout le monde passait par l'haltérophilie, on aurait sans doute moins de problèmes de dos aujourd'hui d'ailleurs, en général, pas seulement l'athlétisme. Voilà, donc ça va faire partie des priorités. Alors, bien sûr, le charge doit être raisonnable. Il n'est pas question de dire on part dans un délire où à la première séance il a fait 10 répétitions à 20 kg, la semaine prochaine c'est 30, la semaine d'après c'est 40 et puis au bout de 10 mois il fait 100 kg. C'est pas du tout ça. D'accord ? Les charges doivent être raisonnables, on va privilégier la répétition et surtout le respect du placement. Et vous allez voir, je vous expliquerai tout à l'heure qu'on peut aller sur certains axes qui ne sont pas forcément toujours empruntés, mais on peut y réfléchir en tout cas, pour augmenter les contraintes. Voilà, donc quelques images avec des choses à faire relativement simples, mais vous voyez qu'on peut tout à fait travailler le haut du corps et faire un exercice relativement complet en étant à genoux, en équilibre sur un fil d'eau, et pour autant faire un travail de renforcement sur les épaules avec des charges légères. La contrainte elle est importante, je ne suis pas persuadé que tout le monde soit capable de faire ça du premier coup. D'accord ? Voilà, au lieu de mettre des barres sur les dos, on peut aussi prendre des haltères dans les mains et puis descendre en équilibre sur une barrière de ce type, descendre, remonter avec son poids de corps plus les haltères. Et la contrainte elle est pas mal quand même. J'ai oublié par contre la petite famille, mais vous l'avez vu, j'aime bien, bout à bout que façonne la pierre, parce que souvent on me pose la question, on me dit, bah, du coup, s'il faut faire la musculation, il faut en faire combien de séances par semaine ? Il ne faut pas en faire de séances dans la semaine. Il faut en mettre un peu partout. On en parlera demain aussi. L'idée c'est plutôt de dire à un moment donné, dans l'échauffement, je vais glisser ça, plus ça, plus ça, il y aura déjà 3-4 séries où on va travailler un petit peu sur les jambes, sur du placement, puis après je vous mettrai aussi, avant d'aborder le lancer de poids, on fera tel et tel exercice, puis derrière on fera le poids, et quand on aura saupoudré un petit peu partout, goutte à goutte, on va façonner la pierre. Alors comment on va commencer ? On va commencer avec des exercices avec des contraintes qui sont liées essentiellement à la proprioception. Et puis on va essayer de faire évoluer la force avec des progrès qui sont liés à la posture. C'est-à-dire que je vous ai mis quelques images pour vous dire à un moment donné, lorsque vous regardez ça par exemple, on peut prendre la première, est-ce que le but du jeu c'est de dire avec un gamin je vais prendre les haltères, je vais lui faire pousser les haltères vers le haut, et puis puisque c'est simple avec 5 kg, je vais lui en mettre 10, puis 15, puis 20, jusqu'à ce qu'il se torde de tous les côtés, et qu'on dise c'est pas grave, appuie-toi contre un mur, ou appuie-toi contre un banc, et puis maintenant que tu es stabilisé par le banc, tu vas pouvoir pousser plus lourd. Est-ce que c'est ça le but, ou est-ce que le but c'est de dire au contraire, peu importe, si tu arrives à 5 en étant assis sur un banc, très bien, maintenant est-ce que tu arrives à 5 assis sur un football avec les pieds serrés, c'est-à-dire une situation d'instabilité, où toutes les forces que tu vas produire vont avoir tendance à déstabiliser. Et ce qui compte, c'est être capable de produire la même force en améliorant la stabilité. Je pose la question, mais vous avez bien compris que la réponse était induite dans la question. Pareil, est-ce que lorsque je suis capable de faire des flexions de jambes, est-ce que le but du jeu c'est absolument avec des jeux de mettre tout de suite des charges lourdes, ou est-ce que c'est de dire, écoute, maintenant que tu es éduqué, que tu sais faire des flexions de jambes comme ça, tu vas te mettre sur des éléments instables, et puis tu vas apprendre à me contrôler là-dessus. Puis tu vas apprendre à me contrôler sur une jambe, etc. D'accord ? Donc il y a des tas de jeux qui peuvent être faits comme ça, avec, d'ailleurs, entre parenthèses, avec les jeunes catégories, avec du matériel qui est pas très coûteux, qui n'est pas encombrant, on n'a pas besoin de machines compliquées et de charges lourdes, etc. Alors évidemment, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais il faut des choses qui sont tellement évidentes qu'on oublie de les faire. Évidemment, il faut développer agoniste et antagoniste, parce que je crois que c'est Thierry qui le disait tout à l'heure, c'est sûr que les garçons, quand vous leur dites qu'on va faire des pompes, ils sont contents. Parce que soit on va rentrer, on va aller dans la glace pour voir si ça pousse un petit peu, et ça leur va très bien de faire des pompes. Maintenant, est-ce que de faire que des pompes c'est bon ? Est-ce qu'il ne faut pas contrebalancer tout ça avec un travail de tirage, de traction ? Vraisemblablement. Donc est-ce que le but c'est absolument de progresser en répulsion immédiatement, ou est-ce que c'est avoir un développement harmonieux qui nous aura les moyens plus tard d'être fort dans le mouvement où on en a besoin ? Ceci étant, entre parenthèses, aujourd'hui c'est prouvé, lorsque vous renforcez les adducteurs d'omoplate, vous améliorez votre performance en développé couché. Ça peut sembler bizarre, mais c'est comme ça. Enfin, il y a une logique derrière, mais on n'a pas trop le temps de tout développer. Évidemment, une chose importante aussi, je l'ai mis quand même, impératif d'écouter un enfant quand il se plaint, quand il a des douleurs,
et lui proposer bien sûr un accompagnement médical, parce que là aussi, rentrer dans le renforcement musculaire ou dans l'activité athlétique, quelle qu'elle soit, avec des bonnissements, des choses comme ça, avec un gamin qui a un moment donné se plaint d'un malaise, d'un mal au dos, etc., c'est jamais évident. Généralement, à part quelques-uns qui sont des pleureuses et qui ont envie d'attirer l'attention sur eux, mais généralement, quand un gamin se plaint, il y a une raison. Il a envie de venir, il a envie de faire du sport. S'il se plaint, il faut quand même l'écouter. Alors, bien analyser de quoi on a besoin. Là, je pourrais vous donner 50 exemples, mais je vais en prendre un. Et, il est sans doute moins criant en athlétisme que dans d'autres sports, mais il existe néanmoins. Je vais caricaturer, mais on est en train de faire un atelier, et puis les gamins n'arrivent pas, et puis ils sont pas très attentifs. Donc on va dire, attends le stop, on passe. Si jamais vous faites tomber un peu, il y a une sanction de 10 pompes, 20 pompes. Donc on arrive à la fin de la séance, les gamins n'ont fait que des pompes. Encore une fois, je vous dis, l'athlétisme, on n'est pas très méchant là-dessus. Il y a bien pire. J'ai mon fils qui joue au volleyball, systématiquement, quand on rate un service, 10 pompes, deuxième service raté, 10 pompes, à la fin vous avez fait 200 pompes, et vous ratez de plus en plus de services, parce que plus vous êtes fatigué, plus vous en ratez. Donc finalement, vous allez passer plus de temps à faire les pompes qu'à faire les services. Donc bien analyser de quoi on a besoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, là aussi, je vais prendre de ce qu'a expliqué Thierry tout à l'heure. Lorsque vous êtes en pleine croissance et vous avez une colonne vertébrale dont on sait qu'elle va subir des contraintes importantes, des contraintes mécaniques importantes et qu'elle risque de subir des déformations, type attitude scoliotique, kyphotique, etc. Est-ce qu'il ne faut pas intervenir en amont pour prévenir le terrain et dire si le gamin il risque d'être suivi à ce problème-là, est-ce que je ne vous propose pas éventuellement, même si on joue jeu, si les plots tombent, il y a une petite sanction derrière, entre guillemets, et on en profite pour mettre une sanction intelligente. Et là, ça peut être un travail de renforcement, de placement, d'alignement, un travail sur les adducteurs des omoplates, un travail sur un apprentissage d'un geste de force, voilà. D'accord ? À condition de bien réfléchir aux enjeux et de dire je ne vais pas faire que des pompes, parce que à renforcer les rotateurs internes à permanence, je vais accentuer encore cette attitude kyphotique de l'adolescent, et ça ne va pas dans le sens de ce qu'on souhaite. Alors là c'est très compliqué, vous ne pouvez pas tout lire, mais je suis désolé, mais Patrick qui fera passer le PowerPoint à ceux qui veulent. J'ai récapitulé un petit peu tout ça dans un tableau. C'est quelque chose qui est paru dans un ouvrage, je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'était juste pour avoir une vision synthétique, parce que moi je fonctionne un peu comme ça, donc j'ai envie de faire partager ça aux gens. J'aime bien me dire de 0 à 1 an jusqu'à partir de 14 ans, puis après au-delà, qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai mis par tranche d'âge ce qui se passait. Alors évidemment, ça choque un petit peu les gens quand j'ai dit de 0 à 1 an, parce qu'ils se disent il est fou, il fait pas faire la musculation d'un gamin de 0 à 1 an. Je ne la fais pas faire, enfin si, je la fais faire, c'est-à-dire que je laisse faire ce qu'il veut. Et il y a des moments, il le fait. Il fait même que ça. Parce qu'un gamin de 0 à 1 an, il passe son temps à faire des renforcements musculaires. C'est même fondamental. C'est-à-dire si vous apercevez qu'au bout de quelques mois, c'est vraiment un peu tard, mais quelques semaines, il n'a pas renforcé les muscles de son cou, il n'est pas capable de tenir sa tête, il faut aller voir un pédiatre, il a un problème neurologique. D'accord ? Si à 6 mois, 7 mois, il n'est pas capable de se tenir assis, qu'il a toujours le tronc qui tombe quand vous le mettez assis, il y a un problème. D'accord ? Le développement musculaire, il conditionne le fait que le gamin va accéder à la stabilité de sa tête, qu'il va pouvoir prendre des informations, qu'il va aller chercher les objets, qu'il va commencer à se déplacer, etc. Et qu'il va donc alimenter en expérience son cerveau, développer son intelligence, etc. Donc le fonctionnement musculaire, je ne vais pas dire qu'il est prioritaire, mais en tout cas, il est tout à fait concomitant de ce qui se passe au niveau du développement cérébral. Donc de 0 à 1 an, il va faire du travail de renforcement, à condition qu'on le laisse faire et qu'on ne le mette pas dans un bagnolé où il est en permanence, sans bouger, et dans le tramway du salon devant la télé, à la cuisine pendant que maman fait la cuisine, à la voiture pour aller ailleurs, etc. Et finalement, il n'a pas bougé de la journée. D'accord ? Donc, laissez faire les enfants, laissez-les marcher, laissez-les bouger. De 1 à 3 ans, c'est pareil. Ils vont commencer à explorer la station debout, ils vont faire beaucoup de choses, ils vont faire des bêtises, mais c'est pas grave. Ils travaillent sur leurs jambes, ils montent, ils descendent, ils s'accrochent, ils tirent, ils poussent, etc. Et puis ça continue, je ne vais pas vous faire tout le parcours, mais ça nous permet d'arriver à des périodes où de 10 à 12, 13 ans, on est capable de mettre en place des parcours d'initiation avec des petites contraintes. De 12 à 14, 15 ans, on va commencer à faire certains exercices assez précis de renforcement musculaire. Voilà.
évidemment, ça a été expliqué un petit peu tout à l'heure, le problème est encore plus crucial avec les filles qu'avec les garçons. Pourquoi? Vous voyez, on s'était pas concerté aussi, plus ou moins, on savait à peu près ce qu'on allait faire l'un et l'autre, mais chez les garçons, ça a été dit tout à l'heure, à la puberté, il y a une grosse production de testostérone, donc évidemment c'est favorable à l'amélioration de la force, et donc chez les garçons, le rapport poids-puissance s'améliore. Indéniable. D'accord? Donc on doit être capable d'exploiter ça comme il faut à cet âge-là. Chez les filles, par contre, c'est l'inverse. Puberté entraîne oestrogène, donc augmentation de la masse grasse, ça a été dit tout à l'heure, augmentation de la masse grasse, sensibilité à la douleur, etc., seuil de sensibilité à la douleur. Et puis, il y a une autre chose aussi qui est intéressante, c'est le rapport poids-puissance devient défavorable et l'apport en oestrogène favorise aussi la laxité ligamentaire. Ça, c'est extrêmement important. Il y a des sports qui sont totalement ruinés à la période de l'adolescence par les entorses du genou, les luxations, les ruptures de ligaments croisés, etc. Basket, hand, volley, les statistiques sont là pour le prouver. À la période de l'adolescence, ils ont un carton absolu sur ces pathologies-là. D'accord? Pourquoi? Parce que les jeunes filles dans ces sports-là sont relativement grandes. Okay. À l'adolescence se passe ce que je viens d'expliquer, avec en plus une laxité ligamentaire. Donc si l'articulation est moins bien tenue, le seul moyen de contention qui va exister, c'est la contention active, musculaire. Donc si elles ne sont pas renforcées, elles ne peuvent pas gérer les contraintes. Et avec la fatigue qui s'accumule, on a un peu de ces genoux qui lâchent. Le ski c'est pareil, outre les contraintes naturelles qui s'exercent sur les genoux en ski, mais à la période de l'adolescence, boum, ça tombe sévère. Voilà, donc évidemment chez les filles, on est confronté à ce phénomène-là avec des performances qui baissent et des séquelles psychologiques, parce que vous avez tous connu ça, la ménine qui a fait un 65 en hauteur, où tout le monde s'enflamme en se disant « Oula, ça va être super bonne », des fois vous la retrouvez en junior ou en espoir, et derrière elle fait 1m60. Ceci dit, elle est encore presque qualifiée au championnat de France en junior avec ça, parce que c'est presque plus facile en junior qu'en cadette, ou en espoir qu'en cadette. D'accord. Donc, là aussi, ça doit vous faire réfléchir, fort de tous ces constats, qu'est-ce qu'on fait? Alors, petite conclusion, après tu me diras Patrick si j'ai un peu de temps, pour montrer autre chose. Petite conclusion, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'excès de prudence souvent nous conduit à ne pas préparer le jeune aux contraintes qu'il va rencontrer, et ça va nous mener à la blessure. On est trop gentil en quelque sorte, c'est pas trop gentil, mais on est trop prudent, on s'imagine qu'on va être excessif en lui faisant faire des flexions de jambes, en lui faisant faire du renforcement sur les troncs, etc. Et du coup on ne le fait pas, malgré tout les contraintes sont là, et ça finit par blesser. Souvent quand on commence tard, qu'est-ce qu'on fait? On brûle les étapes. C'est-à-dire on se dit, tiens, il n'a jamais fait de muscu, cette année on commence. Donc qu'est-ce qu'on fait pour commencer? On ne s'est pas trop posé la question, on commence la muscu, quoi. Donc on met une barre sur le dos, on apprend à faire des squats, et puis ça va, c'est facile, ouais. On est plus lourd, ouais, on est plus lourd, hop. Et puis voilà, puis finalement en 4-5 semaines, il y a un programme de muscu qui se met en place, et c'est parti, on fait de la muscu comme les grands. On est passé de rien du tout à la muscu des grands en 2 mois. D'accord? Et ça, c'est pas bon non plus, parce qu'on travaille avec des méthodes qui vont être un peu agressives sur des organismes qui ne sont pas préparés, voire même qui ont déjà été fragilisés par la pratique contraignante. Évidemment, il a déjà fait du triple haut, du triple saut, de la longueur, de la perche, du javelot, etc. Donc il a déjà pris des chocs. Il a peut-être déjà des sous-bassements qui ne sont pas très solides, et derrière, nous, on lui rajoute la musculation. Et souvent, ce qui m'arrive, c'est qu'il y a des gens qui me disent un témoignage, ouais, mais vous voyez, avant, il ne faisait pas de musculation, il ne faisait pas blessé, maintenant qu'il en fait, il est blessé. Donc c'est facile, il raccourci, c'est la musculation qui l'a blessé. Non, c'est parce qu'il n'a pas fait le bon moment. C'est parce qu'il n'a pas été préparé comme il faut. Parce que s'il avait commencé plus tôt avec les bonnes bases, aujourd'hui il serait peut-être pas fait mal. Peut-être. On n'a pas la réponse. Donc d'identifier un petit peu le renforcement musculaire chez les jeunes et définir ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Voilà, donc je vais vous donner, alors ça pour ceux qui veulent, je suis désolé, ça fait un peu commercial, mais souvent on me demande, aujourd'hui les plus difficiles à trouver, mais j'avais écrit un ouvrage là-dessus qui s'appelle Musculation pour l'enfant et l'adolescent, et aujourd'hui vous ne le trouverez plus en livre papier, par contre il existe en édition numérique, donc vous pouvez le télécharger en édition numérique sur tous les sites classiques. Alors juste, là je vous ai donné des grandes lignes, et puis je voulais juste aller vous parler un tout petit peu de ça. Je ne savais pas si j'aurais le temps, mais Patrick, tu me dis combien j'ai de temps pour...
Une demi-heure? Formidable. Je prends mon temps, alors. Maximum. Ok. Non, je plaisante, je n'en ai pas pour une demi-heure. Juste pour vous donner des pistes un petit peu à propos de ce travail à faire avec l'enfant et l'adolescent, pour qu'on comprenne bien les choses, à la naissance, il y a deux réalités à gérer. La première, c'est respirer. C'est la première fois qu'on respire à l'air libre. La deuxième chose, c'est important, c'est la gravité. Le gamin va être confronté à la gravité pour la première fois. Et il ne peut pas gérer la gravité. C'est-à-dire qu'à la naissance, il ne peut pas se mettre debout et tenir debout. Impossible. D'accord? Donc il va apprendre progressivement à contrôler la position de son corps, à mettre en place une activité posturale, à développer de la stabilité. Et puis il va apprendre en même temps à bouger, à créer du mouvement, d'accord? Donc à développer de la mobilité. Donc savoir respirer dans différentes positions, savoir respirer quand on est en mouvement, c'est des bases physiques que n'importe qui doit être en mesure de réaliser. Un constat important aussi, le corps est fait pour bouger. Un corps qui reste immobile, il ne va pas tarder à dépérir. Il y a grosso modo 4 aliments importants, c'est la nutrition, ce que vous mangez, il y a ce que vous buvez, donc le liquide, l'eau en particulier, plus que le reste. Il y a l'oxygène, troisième aliment important, et quatrième aliment important, le mouvement. Un corps qui ne bouge pas, il va mourir. D'accord? Donc le corps est fait pour bouger, et en étant sans arrêt de stabilité, de gainage, etc., on a toujours des gens en position immobile, en train de faire du gainage, et puis de rester 1 minute, 2 minutes. Fondamentalement, si vous faites de la course à pied, vous ne restez jamais 2 minutes sans bouger. Donc la stabilité, c'est une base, mais ça ne sert à rien sans la mobilité. La stabilité, c'est juste l'interface d'une mobilité efficiente. Donc on crée des bases de stabilité pour pouvoir bouger correctement après. Petit paradoxe, le mouvement il se fait de l'extérieur, c'est ce que je disais tout à l'heure, et on voit le travail des muscles moteurs en périphérie. On voit les pectoraux qui bougent, on voit les biceps qui bougent, on voit les quadriceps qui bougent, et on se dit, ça c'est important, c'est ça que je veux avoir. D'accord? Des abdominaux, des tablettes de chocolat, des gros bras, voilà, surtout les garçons. Donc, on voit le travail des muscles en périphérie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'enracine dans une musculature qui est beaucoup plus profonde, qui est moins visible de l'extérieur et qui pourtant est indispensable au mouvement. C'est-à-dire que pour pouvoir développer de la force en périphérie, on a besoin d'avoir créé la stabilité d'abord. Et ça va être indispensable au gamin pour aborder correctement la renforcement musculaire. Petit exemple, je ne sais pas si l'image est tout à fait juste, mais c'est pour que ça soit clair. Je compare ça à une grue. Lorsque le gamin tend un bras vers l'avant, il a deux bras vers l'avant, d'accord? Évidemment, il a une activité musculaire au niveau de l'épaule qui lui permet de tenir le bras à l'horizontale, mais lorsque vous tendez le bras devant, c'est encore plus facilement identifiable. Si vous prenez un disque de 5 kg dans les mains, vous allez vous apercevoir que quand vous tendez un disque de 5 kg, la tension est même dans votre dos. C'est comme une grue, si vous mettez une charge à l'extrémité, il faut qu'il y ait un contrepoids de l'autre côté. Donc les haubans vont se tendre de l'autre côté pour supporter la charge qui est devant. C'est encore plus fort que ça. C'est encore plus fort que ça parce que le cerveau est intelligent et en fait, il met en place ce qu'on appelle une stratégie anticipatrice. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va faire? Avant même que votre bras ne bouge, il va augmenter la tension au niveau des muscles posturaux, donc en particulier le transverse, oblique interne, multifique, un muscle qui court le long de la colonne vertébrale, les muscles du plancher pelvien. La tension va augmenter sur ces muscles-là pour vous créer une base de stabilité qui vous permettra de bouger le bras en toute sécurité. Donc c'est super bien foutu. Et il faut s'en servir. Ça veut dire que mon mouvement il est intimement lié à la qualité du travail des groupes musculaires qui me procurent de la stabilité. D'accord? Donc avant d'aborder des activités où je vais mettre en jeu des forces importantes avec de l'amplitude, avec de la vitesse, il faut s'assurer que je suis capable de contrôler la stabilité de certaines postures. Donc un postulat, c'est quelle que soit ma position, le bon déroulement du mouvement, il dépend d'une base de stabilité. Pour bien bouger, il faut que je sois bien stable. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? C'est un petit peu le constat que je dresse, mais après, c'est un point de vue, on n'est pas obligatoirement d'accord avec moi. On s'est occupé de ce qui se voyait, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg. On a fait progresser les muscles qui sont visibles en périphérie. D'accord? Ceux qui produisent le mouvement. On a même développé des machines qui vont isoler ce muscle-là pour le faire travailler spécifiquement. On se pose, on se stabilise, et puis on fait que le biceps. D'accord? Donc on travaille souvent dans une seule dimension, on crée artificiellement la stabilité, on a même des machines où les gens peuvent se caler comme il faut, avoir de bons points d'appui pour pouvoir travailler isolément un muscle en particulier dans une dimension. C'est un petit peu le concept de l'hybride, hein? Une analyse au premier degré, et on n'a pas toujours compris la notion de synergie musculaire. Pour
que ce muscle-là travaille comme il faut, il travaille en synergie avec d'autres muscles, qui créent de la stabilité à d'autres endroits, qui créent des compensations éventuellement. D'accord? Donc, comment ça fonctionne tout ça? Généralement, il y a 3 dimensions. Là aussi, je simplifie volontairement un petit peu, mais 3 dimensions pour améliorer les résultats en musculation. C'est l'intensité, mobiliser plus lourd. Je fais 10 répétitions à 40, l'objectif c'est d'en faire 10 à 45. Le volume, mobiliser plus de fois ou plus longtemps. Si j'en fais 10 à 40, peut-être qu'un des objectifs c'est d'en faire 15 à 40. Ou alors la vitesse, mobiliser plus vite. Et puis la réflexion moi, sur le travail pour l'enfant, l'adolescent, etc., ça m'a amené à aller à une 4e dimension, ce que j'ai commencé à vous expliquer tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai emmené sur ce document-là, c'est faire évoluer la contrainte, le contrôle postural. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va évoluer avec une nouvelle forme de travail, plus fonctionnelle, où en fait, ce qui m'intéresse, c'est plus je vais développer la puissance, plus je vais augmenter ma stabilité, et plus je vais augmenter le travail synergique des muscles qui collaborent au mouvement. Donc les stabilisateurs et les producteurs de mouvement. Ça veut dire que dans cette situation-là, je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de développer les haltères vers le haut. Je pourrais très bien l'asseoir sur un banc, le dos calé, et lui demander de pousser. Auquel cas, son dos est stabilisé, son bassin est stabilisé, il n'y a pas de problème, il n'a plus qu'à pousser avec les bras, et pousser de plus en plus lourd. À partir du moment où il est capable de développer les charges vers le haut, on est allé vers une forme de travail qui l'a amené à faire le développement de cet exercice-là, mais à genoux en équilibre sur un fil d'œil. Là, vous comprenez bien que l'intervention adducteur, fléchisseur, extenseur de hanche, stabilisateur du bassin, proprioception du tronc va prendre une importance capitale, parce que chaque fois que je vais pousser, je vais déstabiliser mon corps qui est sur une base instable. Donc il va falloir que j'ai une grosse activité posturale pour pouvoir gérer ces contraintes de force. C'est ni plus ni moins que la réalité. Je vais prendre un exemple classique, mais en athlétisme, on a le lancer de poids, on a souvent des lanceurs qui comparent la performance en développé couché. Est-ce que pour autant, celui qui était à 160 et qui passe à 170, est-ce qu'il lance obligatoirement plus loin? Souvent, non. Ils sont même déçus de se dire, j'ai gagné 10 kg en couché et puis je lance pas plus loin. Le problème, c'est qu'en couché, vous êtes allongé sur un banc, les pieds stabilisés, vous développez une charge à 2 bras, alors que la réalité du lancer de poids, c'est qu'au moment où vous finissez de pousser dans le poids, vous êtes debout, à la verticale, sans banc pour vous tenir, vous poussez à un seul bras, donc les contraintes posturales ne sont pas du tout les mêmes. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire développer couché, je suis juste en train de dire que autant on peut utiliser le développé couché pour développer la force, mais ce n'est pas le seul axe de développement. Il faut aussi penser à la réalité du geste, dans quelle posture on est, quelles sont les contraintes qui s'appliquent, et comment je dois les mettre en œuvre aussi spécifiquement dans le travail de musculation. Ça, c'est, on parle plus de l'enfant, mais c'est juste pour vous faire comprendre à quoi ça mène. D'accord? Donc voilà, donc des exercices dans des situations d'instabilité avec différentes postures qui vont nécessiter un contrôle postural. Je suis bien dans le temps ou... Patrick, je suis bien sur le temps encore? Alors très vite, comment le mouvement s'est développé, pour que vous compreniez pourquoi je propose ça pour les jeunes, comment le mouvement s'est développé, en simplifiant là aussi, on est parti du placement de la tête et du regard qui vient en premier, donc stabiliser ce qu'on appelle la plateforme inertielle, on a besoin de ça. Une fois que le cou est suffisamment fort, que le tronc est suffisamment fort, qu'on a créé les conditions pour que la plateforme inertielle puisse contrôler le mouvement, d'accord, on a besoin, pour développer du mouvement, ça va prendre naissance dans la coordination du muscle profond du tronc, du dos et du ventre. D'accord? Le mouvement part de là, il se diffuse ensuite sur les extrémités. D'accord? Donc la relation entre la ligne d'épaule et la ligne de bassin, pour lutter contre la gravité, donc créer des bases posturales, et créer les bonnes conditions du mouvement. Toute la coordination part de là. Donc pour le développement de la musculation avec les jeunes, c'est important de concevoir qu'on doit contrôler le bassin, ligne d'épaule, la relation entre les deux. Donc la coordination du tronc, sangle abdominal, oblique, muscle du dos, etc. C'est extrêmement important. Alors, je vais peut-être pas trop développer ça, mais demain j'aurai l'occasion de vous expliquer qu'on peut partir de posture fondamentale, c'est-à-dire que je vais baliser en fait en quelque sorte ce qui se passe chez le gamin depuis la naissance jusqu'au moment où il accède à la bipédie, donc il passe par des situations où il est allongé sur le ventre ou sur le dos, à des situations où il est assis, des situations où il est à genoux, des situations où il est en fente à genoux, où il va être debout, sur un pied, avec un pied devant l'autre. C'est pas le même système d'équilibration, ça marche pas tout à fait pareil. Donc ça, c'est juste des postures de base qui nous permettent d'identifier des étapes et
à partir de là, on va commencer par assurer la première étape, c'est la stabilité des postures. Donc comment je développe des exercices qui me permettent d'être stable sur cette posture-là. Deuxième étape, contrôler le fonctionnement de son environnement en 4 dimensions. Alors ça choque un petit peu en 4 dimensions, ça me fout, on a 3 dimensions. La première dimension, c'est, je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais la première dimension évidente, c'est haut-bas, c'est lutter contre la gravité. Donc je m'organise pour résister à la gravité. Deuxième dimension, avant-arrière. Troisième dimension, droite-gauche. Quatrième dimension, dissociation, épaule-bassin. D'accord? Globalement, le mouvement s'organise autour de ces 4 constantes-là. D'accord? Donc, on va s'organiser par rapport à ces 4 dimensions, et ça va être nécessaire de mettre en place des exercices qui vont apprendre aux jeunes à gérer ces dimensions-là. Lui apprendre à gérer son organisation par rapport à la gravité, lui apprendre à gérer son équilibre entre les chaînes antérieures et postérieures, lui apprendre à gérer les contraintes sur les chaînes latérales pour s'équilibrer, et lui apprendre à gérer la dissociation entre les épaules et le bassin. Quand on a fait tout ça, on a déjà pas mal avancé. Et puis évidemment, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'utiliser cette nouvelle stabilité et se dire maintenant que je suis stable sur ces postures-là, je suis capable de contrôler le mouvement dans toutes ces dimensions-là, je vais pouvoir l'utiliser pour faire de la musculation. Et mon nouveau curseur, c'est plus pousser plus haut, pousser plus longtemps ou pousser plus vite. Ça viendra, ça sera peut-être en parallèle, non? Mais le nouveau curseur, c'est le contrôle de la stabilité posturale. Si je suis capable de développer vers le haut assis sur un banc, ce que je suis capable de le faire à genoux avec les pieds décollés, etc. D'accord? Et on va développer toute une batterie d'exercices comme ça qui vont permettre, avec les jeunes, d'aborder la musculation, non plus sous un angle de j'augmente le volume ou j'augmente la force absolument, mais j'augmente les contraintes posturales pour qu'ils soient capables de développer les forces en étant de plus en plus stables. Intérêt, bien sûr, vous avez compris, éducation, du gamin, rééducation, c'est les fameux travail que j'utilise beaucoup avec les sportifs qui ont été blessés, prévention, évidemment, et puis optimisation de la performance, parce que, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais vous avez tous entendu parler par exemple de Didier Cuche, qui est un skieur très célèbre, qui a développé des formes d'entraînement assez particulières, et il a développé ça suite à une blessure, parce qu'il s'est aperçu que tous les exercices qu'il faisait avec son kiné, il était bien meilleur sur les skis avec ces exercices-là, qui étaient des exercices de kiné. Donc finalement, il a utilisé dans son entraînement abondamment des exercices qui a priori avaient un objectif uniquement préventif au départ, mais qui sont devenus des exercices d'optimisation de la performance. Je vais terminer. Alors, est-ce qu'il y a des questions à l'intention d'Olivier? Pour faire une pause pour qu'il y ait une question. Non, pas de question particulière. Ou à saumon, non ou l'autre. Bonjour. Moi je suis étudiant, mais j'entraîne un petit peu un groupe de minimes au judo, donc je fais du judo. Et je voulais savoir, est-ce qu'il était, parce que ma prof fait ça en ce moment, que ce soit avec les adultes ou avec ses minimes, est-ce qu'il est préférable de faire des abdos et des pompes comme a fait, ou est-ce qu'il est d'abord préférable d'apprendre le bon placement avant de faire des pompes? Oui. Alors, une chose importante qu'il faut retenir, c'est que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus faire d'abdos comme avant, il ne faut plus faire de pompes, plus faire de squat, etc. C'est pas du tout ça. Hein. Ça, c'est une forme d'entraînement qui existe, qui a fait ses preuves et qui donne des résultats. Et en plus, tu me cites une activité, le judo par exemple, où faire des abdominaux type crunch, hein, comme on le voit classiquement, au judo, ça peut avoir un intérêt. Parce que lorsqu'un adversaire essaie de te plaquer les épaules au sol, tu as besoin de la force de ce muscle-là pour pouvoir décoller les épaules du sol et renverser l'adversaire. D'accord ? En athlétisme, c'est pas tout à fait pareil. Un sprinter, il n'a pas forcément besoin d'avoir autant de force en crunch
parce que fondamentalement, quand il est debout, il n'y a aucun effort à fournir pour rapprocher ses côtes de son pubis. Au contraire, la gravité va le faire tomber tout seul. D'accord? Donc, il y a des bases, j'ai envie de dire au judo, à la limite, vous êtes presque un sport qui est pas mal placé, parce que moi j'en ai fait pendant 11 ans, je connais bien. Tout le travail que vous faites avec les gamins, demain si tu es là demain matin, je t'invite à venir voir par quoi ça va commencer sur l'atelier, sur la muscu. Moi j'utilise abondamment des formes de rampée, de déplacement, etc., qui sont utilisées pas mal dans les sports de combat. Donc c'est déjà une bonne base pour les gamins. Voilà. Donc c'est une première réponse à ta question. Et après, j'ai envie de dire, encore une fois, je veux pas être dogmatique. Je suis pas en train de dire il faut faire que ça, il faut plus faire le reste. C'est pas du tout ça. C'est juste ouvrir l'esprit et dire attention, on ne fait que ça, on aborde la musculation de cette manière-là, on peut peut-être envisager de faire les choses différemment. On peut peut-être envisager une autre porte d'entrée qui nous mènera à des travails peut-être un peu original, particuliers, etc. comme on veut, et qui nous amènera aussi sur les chemins de la musculation traditionnelle, mais en étant bien armé. Ça répond à ta question ? Bonjour, David, donc moi j'entraîne en athlée et au travers de votre intervention, là, ce qui m'interpelle, c'est l'introduction d'un milieu incertain, si je puis dire, qui bouge sans arrêt, alors que nous en athlétisme, on est sur un milieu certain, on n'est pas sur une plage de surf ou des choses comme ça. Mais par contre ça m'intéresse et je trouve ça intéressant dans le sens où on peut diminuer les contraintes imposées aux ados ou aux athlètes qu'on entraîne. Je veux savoir si vous aviez fait des manips ou des études sur justement des modes d'entraînement avec ce milieu incertain et qui après se traduisent par des augmentations de performance sur des gestes un peu plus proches de nos activités, quoi. Voilà, à la fois j'ai une interrogation sur le fait qu'en athlée, jusqu'à preuve du contraire, on ne court pas sur un matelas gonflable, on court sur une piste dure, mais je trouve ça très intéressant. Je voulais savoir si vous aviez essayé des fois de faire le lien entre ce mode d'entraînement et les performances qu'on peut améliorer. Alors, avoir fait des études, moi je suis allé faire ça quand je suis affilié au laboratoire. Mon laboratoire c'est le terrain. D'accord. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est comme ça, c'est une réalité. Après j'ai une réalité qui fait que ça se passe comme ça. Donc pourquoi effectivement en athlétisme on est sur une piste qui est solide, donc pourquoi faire travailler les gens en instabilité? En fait je me suis aperçu que là aussi il y a pas mal de controverses, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, donc il y a des discussions autour de ça, et je prétends pas détenir la vérité. Mon expérience de terrain, c'est juste qu'à un moment donné, on n'est pas tout le temps de la force. Et demain, si vous voulez, j'aurai l'occasion de vous montrer, il y a des contraintes qui sont au-delà de la force, qui sont sur la vitesse de réaction de l'échelle musculaire. Donc lorsqu'on pose le pied au sol, même si la piste est stable, le pied il va subir des déformations. Est-ce qu'il est capable de rectifier très vite, de contrôler ces déformations très vite, et diminuer le temps de contact pour exprimer une force qui est au moins équivalente, voire même supérieure? Est-ce que c'est bénéfique pour la performance? Oui. Par quel chemin se passe pour obtenir ça? Si je dois aller sur un terrain instable, qui peut être du sable, qui peut être un plateau de proprioception, qui peut être un WAF, qui peut être plein de choses, peu importe, je sais pas d'accord? Pourquoi pas? Après, ça ne veut pas dire non plus, encore une fois, je ne suis pas dogmatique, je ne suis pas exclusif. C'est-à-dire que ce que je vous montre là, je choisis ces photos-là volontairement, un petit peu pour provoquer et pour montrer des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Mais ça ne veut pas dire que moi, toute la musculation n'est pas faite là-dessus. Hein. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier non plus, et tu as raison de le souligner, la spécificité qui fait qu'à un moment donné, on est sur une piste. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'alterner les exercices dans lesquels je fais la proprioception sur un élément instable pour pouvoir enchaîner du travail de saut à la corde et puis enchaîner de la course placée sur des petits taux, par exemple, pour donner un exemple. Bonjour, alors nous on travaille sur les bébés en ce moment, FFA, donc ici avec le directeur de développement. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que on a 3 dimensions qu'on travaille, là. Les jeux athlétiques certes, mais aussi ça nous renforce dans ce qu'on fait puisqu'on a les jeux de renforcement avec la tonicité, le gainage, la souplesse, on y met aussi ça. Et on a une autre dimension qui est en fait l'équilibration au travers des jeux de tout ce qui touche à la régulation posturale, de cheville, bassin et genoux. Donc ça c'est une dimension qu'on aborde spécifiquement à Tiepti. Et puis on a aussi dans la même thématique les jeux de coordination. Donc en fait qui viennent compléter ça.
Parce qu'on peut le faire, en fait, en mélangeant ça, tu fais... mais nous, on les a quand même différenciés pour bien travailler de façon précise sur ces éléments, en fait, qui se complètent quand on travaille de façon globale. Mais nous, on a essayé de les identifier par des jeux spécifiques. Bien sûr, oui. Oui, voilà. Moi, j'ai tendance à dire, je pense que vous êtes dans le juste, c'est important, c'est intéressant. Mais je veux juste souligner un truc, tu dis avec les petits, et c'est normal, et c'est bien de commencer par ça, donc ça sera certainement bénéfique avec les petits, mais de par mes activités en dehors de l'athlétisme, je travaille beaucoup dans le monde de la préparation physique, il m'arrive de toucher des sportifs de très haut niveau dans différents domaines, dans différents sports, et je me rends compte que j'ai des gens de très très haut niveau dans certains sports qui viennent, et qui sont totalement à la rue sur des programmes mais complètement basiques. C'est-à-dire qu'ils ne savent même plus faire ce qu'un enfant est capable de faire à 3 ans, quoi. Ils ont perdu et la coordination, souvent la coordination d'ailleurs, et la vitesse de réaction, le contrôle, etc. Donc on revient, moi, il y a des fois des sportifs qui sont un peu surpris, mais je les fais entre guillemets régresser, comme un psychiatre vous fait régresser dans votre passé psychique. Moi je les fais régresser dans leur motricité, je leur ramène au point de départ en leur montrant que si déjà tu sais pas faire ça, tu peux pas construire le reste dessus. Donc on repart, on réactive tout ça. Et c'est pas le lieu, mais on peut en parler en dehors si tu veux, mais on a même emmené des personnes, alors rien à voir avec le sport de haut niveau, mais j'ai travaillé avec des personnes lourdement handicapées ou ayant des problèmes de santé, type sclérose en plaques, etc. Et les résultats sont incroyables. J'ai un médecin avec qui je travaille très proche, et c'est incroyable les résultats qu'on a en repartant sur la motricité de base, sur la stabilité, sur la reprogrammation neuromusculaire, etc. Donc je vois pas en quoi ça serait inutile pour les jeunes comme pour les... Ouais, je suis convaincu. Mais je confirme bien que, bon, moi mon travail c'est plutôt dans l'école, mais je confirme bien qu'en effet, quand on parle de force ou de renforcement avec des tout petits, on est sur des sujets pratiquement tabous. Oui, mais un gamin qui rampe, il fait de la force. J'ai une vidéo, encore une fois on n'a pas le temps, je peux vous montrer une vidéo. Quand on voit un gamin qui essaie de se mettre debout, si j'arrête l'image, vous allez vous dire, il est en train de faire un exercice de gainage énorme.